En un demi-siècle, le trafic aérien a été multiplié par 10. Et le nombre de passagers est passé de 300 millions à plus de 4 milliards par an. Chaque jour dans le monde, près de 2 millions de voyageurs prennent l'avion, a priori en toute sécurité. Nous allons vous expliquer comment, tirant les leçons de chaque accident, l'industrie aéronautique réussit à faire de l'aviation une des activités humaines les plus sûres. Dans l'histoire de l'aviation commerciale, 2016 fut une des années les moins meurtrières. 19 accidents ont fait 325 victimes. Évidemment, chaque victime est de trop, mais jamais le niveau de sécurité aérienne n'a connu de tels sommets. Une raison à cela. Depuis des décennies, l'automatisation ne cesse de prendre une place plus importante dans les postes de pilotage. Avant, on n'avait pas de machine. On avait un aéronef, des commandes de vol. Il n'y avait pas d'interprète de ces commandes de vol. Aujourd'hui, la plupart du temps, ce sont les ordinateurs qui pilotent l'avion. Et le pilote, lui, est là pour les surveiller. On sait faire décoller un avion en automatique. Pour rejoindre l'aéroport où on veut aller et arriver à cet aéroport, on sait le poser automatiquement. Et les avions modernes comme la 380 sont même capables de rouler tout seuls jusqu'au parking. Le but, c'est de laisser toujours les pilotes avec un temps d'avance sur les événements. Pourtant, les pilotes ne sont pas infaillibles, loin s'en faut. Dans 70% des accidents, la première cause est le facteur humain. Des erreurs, on en fait tous, régulièrement, rarement graves, heureusement. Alors, si l'homme est l'élément le plus dangereux à bord d'un avion, faut-il le supprimer et confier la vie des passagers aux seuls ordinateurs de bord, bien plus performants que les humains? L'homme a été capable de concevoir les ordinateurs. Pour l'instant, on n'a pas encore vu d'ordinateurs qui conçoivent des hommes. Donc, chacun son rôle, et je pense qu'on a besoin des deux dans un avion. Toujours plus loin. Aujourd'hui, le vol commercial le plus long, assisté par ordinateur et sans escale, franchit 14 535 km. Le tiers du tour de la Terre. Il relie Doha à Auckland, en Nouvelle-Zélande, et dure plus de 16 heures. Évidemment, sur un vol aussi long, 4 pilotes doivent se relayer aux commandes. Mais surtout, de tels vols ne sont possibles qu'avec des avions de dernière génération. Des appareils équipés d'automatismes et de systèmes de gestion de vol extrêmement performants. Ce sont eux qui assurent la majeure partie du travail et renforcent encore et toujours la sécurité aérienne. En gros, on a divisé par 20 la fréquence des accidents entre la première et la quatrième génération d'avions. Et aujourd'hui, on a 0,1 accident par million de vols. Et en fait, ce sont simplement les systèmes très automatisés qui ont permis d'obtenir ces résultats. Mais alors, comment l'avion, la plus grande invention de l'homme, est-il devenu le moyen de transport le plus sûr au monde? Comment tout cela est-il devenu possible? Eh bien, tout commence par le pilote automatique. Les premiers à l'expérimenter sont les 18 passagers de ce Curtiss Condor de la compagnie Eastern Airlines. Nous sommes le 10 novembre 1931, l'avion décolle de New York et doit rallier Washington. À bord, un système rudimentaire permet de maintenir le cap et l'altitude sans aucune intervention du pilote. C'est l'ancêtre du pilote automatique. Une véritable révolution car il permet au pilote de quitter son siège même en plein vol. Tout au début, le seul rôle des automatismes, c'était tout simplement de compenser l'avion, c'est-à-dire être à plat et que ça provoque aucun effort pour le pilote. Avant ça, il fallait tirer sur le manche pour rester à une certaine altitude, donc c'est un système de compensateur. C'était des systèmes simples, ce qu'on appelle le gyroscope. On peut expérimenter chacun quand on fait tourner une roue de vélo dans ses mains. Si on essaye de la pencher, elle a tendance à revenir droite. On utilisait des systèmes de ce genre-là pour s'aider à garder les ailes horizontales et l'avion comme ça. Et puis, progressivement, on s'est dit qu'on pouvait peut-être faire des choses un petit peu plus compliquées. 2 ans plus tard, ce même automatisme permet à l'aviateur américain Wiley Post d'entrer dans l'histoire. Il devient le tout premier pilote à effectuer seul un tour du monde en moins de 8 jours. Un exploit rendu possible grâce au pilote automatique. Tenir une ligne droite, ça n'a aucun intérêt pour le pilote, par contre ça lui prend beaucoup d'énergie. Le pilote automatique le fait très très bien. Il y a des tâches qui sont répétitives, qui nécessitent une attention permanente. Par exemple, tenir les ailes horizontales, l'avion il va souvent avoir tendance à pencher un petit peu d'un côté, et sans arrêt, il va falloir remettre les ailes horizontales, etc. Il faut alléger la charge de travail du pilote.
finishing his historic globe-circling flight from New York to New York in 7 days, 18 hours and 50 minutes. Post beat his former... Ce triomphe, c'est bien sûr celui de Willy Post, mais c'est aussi celui de sa machine, que les médias de l'époque baptisent aussitôt l'avion robot. Pourtant, à part le boîtier de pilotage automatique, tout reste manuel à bord du Winnie Mae. Ce vol sonne en fait le début d'une véritable course à l'automatisation des cockpits d'avion. Durant les années 60-70, les automatismes ne cessent de se perfectionner, notamment sur l'avion emblématique de l'aéronautique française, la Caravelle. C'est l'un des tout premiers avions de ligne à être équipé d'un système permettant d'atterrir sans aucune visibilité. Jusqu'à la Caravelle, on avait une obligation de voir la piste pour pouvoir atterrir, parce qu'avec la nuit, avec le brouillard, il y avait parfois des conditions dans lesquelles ça rendait les atterrissages très compliqués, et on avait des avions qui devaient tourner en rond jusqu'à ce que la piste se dégage. Sur la Caravelle, on a mis en place tout simplement un système qui permet de radariser le sol. Et donc la Caravelle permettait des atterrissages tout temps, et finalement, on n'avait plus besoin de regarder la météo avant de décoller, on savait que même s'il y avait du brouillard, on pourrait réaliser le trajet. À partir de ces innovations apportées par la Caravelle, les capacités de calcul des ordinateurs ne cessent d'augmenter alors que leur taille diminue. Dans les années 80, l'informatique envahit les cockpits et les constructeurs frappent très fort dans la course à l'automatisation des vols. Premier vol de l'A320, le petit dernier de la famille Airbus. C'était ce matin à Toulouse-Blagnac. L'appareil a été testé à 13 000 mètres d'altitude dans de bonnes conditions météorologiques. En 1988, Airbus lance son A320. C'est le premier avion de ligne presque entièrement informatisé. Avec lui, l'aviation change d'époque. Les années 80-90, lorsqu'apparaît l'A320, c'est avant tout l'explosion du numérique. On dispose d'ordinateurs qui deviennent petits et extrêmement puissants. C'est la révolution dans les postes de pilotage. La plupart des paramètres sont maintenant traités par ordinateur. Avec une conséquence de taille, les équipages passent de 3 à 2 hommes aux grandes dames des syndicats. On a décidé de supprimer le mécanicien navigant et de le remplacer par des ordinateurs. On avait auparavant devant nous, chaque pilote avait des multiples cadrans. Tous ces cadrans ont été remplacés par 2 écrans cathodiques. Airbus va même encore plus loin. Le constructeur décide de transgresser un des derniers tabous pour les pilotes de l'époque. Dans l'A320, le bon vieux manche à balai présent dans tous les avions depuis toujours disparaît du cockpit. Il est remplacé par un simple joystick, comme dans un jeu vidéo. Dans l'absolu, pour nous pilotes, il fonctionne comme fonctionnaient les manches avant. Vous tirez sur le manche, l'avion va monter, vous poussez, l'avion va descendre, vous allez à droite, l'avion va tourner, et à gauche, il va tourner à gauche. Ce joystick, lui, il n'y a aucun effort. C'est juste, vous pouvez faire ça avec un clavier, ça aurait été pareil. Mais bon, pour donner la notion de pilotage, on a mis un joystick. C'est un tournant dans l'histoire de l'aviation. Une révolution rendue possible grâce à une autre innovation majeure du dernier né d'Airbus, la disparition des traditionnelles commandes de vol hydrauliques. Un circuit complexe fait de pompes, de tuyaux et de vannes qui permettent de diriger l'avion. La 320 a changé pas mal de choses dans le domaine de l'aérien, notamment parce qu'on se retrouve d'abord avec des commandes de vol électriques. Dans un avion classique, à la sortie du calculateur, l'ordre du calculateur va être transformé en pression dans un circuit hydraulique qui va aller activer les commandes de l'avion. Sur la 320, cette transmission des ordres, elle ne se fait pas par un circuit hydraulique, elle se fait avec des fils électriques. Fini donc la bonne vieille tringlerie lourde et compliquée. Désormais, les ailerons, les gouvernes qui permettent de diriger l'avion et le régime des moteurs sont commandés par des kilomètres de câbles électriques. Ça a 2 avantages. Le premier, c'est le confort. Jusque-là, quand un avion subissait une turbulence, quand il perd quelques centimètres, c'était un humain qui devait compenser. Et parfois, le temps de réaction d'un humain, c'est 1 ou 2 secondes. Avec l'arrivée des commandes électriques, ce temps de réaction disparaît. La même correction est automatiquement réalisée instantanément. Le deuxième gros avantage des commandes de vol électriques, c'est que ça a permis de protéger son domaine de vol. C'est-à-dire que l'avion va refuser de se mettre dans des situations dangereuses. Le domaine de vol, c'est un peu comme une bulle, à l'intérieur de laquelle l'avion évolue en totale sécurité. Et le gardien de ce domaine de vol, c'est l'ordinateur. Il interdit à l'avion de dépasser ses propres limites. Un avion, s'il vole trop lentement, il tombe.
S'il vole trop vite, il se casse. Donc un avion, il est fait pour voler en respectant cette time limite. C'est un petit peu une espèce de bulle dans laquelle peut évoluer l'avion en toute sécurité. Ouais, c'est-à-dire les automatismes empêchent le pilote de faire des erreurs. L'avion va refuser de faire des virages trop forts, l'avion va refuser de ralentir. Le calculateur dans les commandes de vol électrique permet de maintenir l'avion dans cette enveloppe de vol et apporte une gestion de sécurité du pilotage extrêmement importante. C'est cette révolution principalement qu'a fait l'objet l'A320. En clair, avec l'Airbus A320, c'est l'ordinateur qui prend les commandes de l'avion sous la surveillance du pilote. Résultat, l'avion reste en permanence sous contrôle, même dans les conditions les plus extrêmes. Impossible, par exemple, d'effectuer des virages à 90 degrés d'inclinaison, comme avec un avion de voltige, ou de se mettre sur le dos. L'Airbus A320 est donc un appareil révolutionnaire. Mais pourtant, malheureusement, il va rater une de ses premières sorties. Oh là là. C'est une catastrophe pour Airbus, qui effectuait ce 26 juin 1988 une des premières démonstrations publiques de son A320, quelques jours seulement après sa sortie d'usine. L'enquête va durer plusieurs années. Elle conclura à une mauvaise préparation de l'équipage. Ce drame permet aussi une véritable prise de conscience. Celle du changement radical amené par l'Airbus A320 dans le métier de pilote. Les automatismes ont envahi le cockpit et le pilote doit y consacrer du temps. Le pilotage réel de l'avion, lui, ne représente plus qu'une toute petite partie du temps de vol. On sait faire décoller un avion en automatique, on sait le faire monter automatiquement, prendre la vitesse qu'on veut lui donner pour rejoindre l'aéroport où on veut aller et arriver à cet aéroport, on sait le poser automatiquement. Et on a la capacité technologique de faire des vols entièrement automatiques. Pour les pilotes, le travail est moins physique, mais plus intellectuel. Il est là pour analyser, anticiper et diriger les différents systèmes. L'idée de départ, c'est d'alléger la charge de travail du pilote pour lui redonner de la disponibilité pour gérer son vol et prendre les décisions appropriées en vol, ce qui est une condition essentielle de sécurité. Donc effectivement, nous, ça nous déleste de tout ce qui est tâches de pilotage de base, manuel, on va dire, pour être plus disponible, pour surveiller l'environnement, les météos et avoir une meilleure conscience de la situation extérieure. Et le pilote aujourd'hui est devenu un gestionnaire de ces systèmes, beaucoup plus qu'un pilote par le manche. En tant que manager, il doit vérifier que le travail est bien fait et que l'objectif qu'il a donné à l'automatisme est atteint. Avec cet avion, Airbus frappe fort. L'A320 devient rapidement le deuxième avion le plus vendu au monde, juste derrière son concurrent le plus direct, le 737 de Boeing. Aujourd'hui, près de 7000 exemplaires sillonnent le ciel de la planète. Et Airbus en a produit au total 13 000 depuis le lancement de l'avion en 1988. L'A320 a ouvert une nouvelle ère dans l'histoire de l'aviation moderne, celle de la communication du pilote avec sa machine. Encore faut-il que les deux parlent la même langue. Le 20 janvier 1992, un Airbus A320 d'Air Inter est en approche de l'aéroport de Strasbourg. 1, 2, 4, décimale, 9, 5, merci. Il fait nuit, la météo est mauvaise et en plus la tour de contrôle vient d'informer les pilotes d'un changement de dernière minute de la piste d'atterrissage. Strasbourg, bonsoir, piste en service 05, niveau de transition 5-0, vent 040, à 18 nœuds, visibilité 10 km. On leur a demandé de changer le type d'approche, de faire une approche qui était plus complexe que celle qu'ils avaient prévue. En fait, ils sont pas alignés sur leur piste, ils sont légèrement en avance par rapport à leur piste. Quand ils s'en rendent compte, ils cherchent à se réorienter. Sans visibilité, les pilotes sont concentrés sur leur trajectoire. C'était 60, vérifie. Et le commandant est agacé par ce changement de piste tardif. Si seulement il nous avait prévenu plus tôt, bon sang. Car l'équipage doit dorénavant, dans la précipitation, modifier tous les paramètres de sa trajectoire de descente. Il faut faire attention à notre descente. Voler en position 2. Voler en position 2. L'équipage a cru donner l'ordre au pilotage automatique de descendre sur une pente de 3 degrés. En réalité, ils ont affiché un taux de descente de 3300 pieds à la minute, soit 1000 mètres en 60 secondes. Il est descendu à 3300 pieds minute.
4 fois trop vite, et donc il a percuté le sol bien avant la piste. L'avion s'écrase à 800 mètres d'altitude sur le mont Saint-Odile. Bilan, 87 victimes sur les 96 occupants. L'hypothèse la plus probable est celle d'une erreur d'affichage sur un automatisme. Sur l'Airbus A320, le pilote a 2 possibilités pour programmer la descente de son avion. Il peut choisir soit un taux de descente, calculé en pieds par minute, soit une pente, calculée, elle, en degrés. Sur le pilote automatique de la 320 tel qu'il était conçu, c'était la même fenêtre pour afficher la valeur. La seule différence était un petit bouton poussoir qui passait du mode pente au mode pieds par minute ou l'inverse. Les pilotes avaient mis la bonne information, mais n'avaient pas mis la bonne unité. Et donc, ils avaient un taux de descente qui les a menés dans la montagne. À l'issue de ce drame, c'est donc bien la communication entre l'homme et l'ordinateur qui est mise en cause. Une conclusion qui oblige Airbus à revoir sa copie. Suite à l'accident du Mont Saint-Odile, on a modifié l'ergonomie du cockpit. Tout simplement, l'objectif, c'était de ne plus pouvoir confondre ce chiffre 3, qui voulait dire 3 degrés, ou 3000 pieds minute. Le Mont Saint-Odile est un accident qui a fait beaucoup prendre en compte la notion d'interface homme-machine, qui a fait beaucoup évoluer la gestion du cockpit. On avait considéré à l'époque que le cockpit d'un A320 était un cockpit d'ingénieur et pas assez de pilotes. L'accident du Mont Saint-Odile vient s'ajouter à la longue liste des avions percutant le sol alors qu'ils sont en parfait état de marche. Pourtant, déjà à l'époque, un dispositif de sécurité existe. Il permet d'alerter le pilote en cas de proximité du sol. Alerte, redressé, alerte. Mais le vol Air Inter 148 n'en était pas équipé. Dans le transport aérien moderne, la proximité du sol n'est théoriquement plus un vrai danger. Que ce soit en vol, au décollage ou à l'atterrissage, les avions sont parfaitement équipés pour permettre aux pilotes de s'approcher des reliefs tout en évitant de les percuter. Donc on a créé une sorte de radar qui va émettre un signal en permanence devant soi, qui va permettre de mesurer la distance à un obstacle. Donc si le signal que j'ai envoyé revient avec un certain temps, ça veut dire que j'ai quelque chose devant moi. Dans l'air, il n'y a aucune raison que ce signal il revienne parce que je n'ai pas d'obstacle. Donc en permanence, je vais pouvoir mesurer si j'ai un obstacle matériel devant mon aéronef. L'instrument, autrefois, était juste un instrument curatif, c'est-à-dire qu'au dernier moment, il disait « Attention, il faut faire immédiatement une manœuvre d'évitement, sinon vous allez percuter le sol ». Et donc, il n'y avait que quelques secondes pour réagir. À l'époque, la présence du sol était détectée, mais le pilote n'avait aucune indication sur le relief qui l'entourait. Un élément pourtant indispensable, notamment en cas de mauvaise visibilité. La génération suivante, elle va utiliser les bases de données de terrain. C'est-à-dire, elle va dire à l'avion, en ce moment, vous êtes à une altitude au-dessus du terrain qui va bien, mais en face, il y a une montagne. Et donc, si vous ne faites pas quelque chose, dans 2 minutes, on va taper dans la montagne. C'est la naissance du système d'alerte de proximité du sol, le GPWS dans le jargon des pilotes. C'est une sorte de radar qui va radariser le sol et qui va regarder un petit peu devant nous quelle est l'altitude des montagnes, par exemple, qu'on va rencontrer, et qui va nous mettre des alarmes. Terrain, ahead. Et si on a une alarme, attention, proximité avec le sol, soit on est en train d'atterrir et c'est normal et on le sait et on voit la piste donc il n'y a pas de problème, soit on a l'impression d'être en plein vol puis en fait on n'a pas de visibilité puis on a cette alarme qui se déclenche et là ça veut dire qu'il fallait plein gaz et on se remet en montée. La généralisation de ce dispositif a considérablement amélioré la sécurité aérienne en réduisant le risque de collision avec le relief, même si depuis, un autre risque est apparu dans le ciel. En 2016, près de 4 milliards de passagers ont emprunté la voie des airs. En moyenne, un avion décolle chaque seconde quelque part sur la planète. Et au total, ce sont donc près de 100 000 avions qui se croisent dans le ciel chaque jour. Un gigantesque embouteillage sur les couloirs aériens et un risque de plus à gérer, celui de la collision en plein vol. Pour l'éviter, il a fallu inventer un nouveau système permettant aux avions de se détecter les uns les autres. C'est un instrument embarqué qui, dans la mesure où l'avion en est équipé et où les avions autour de lui le sont aussi, permet à un avion
de détecter la présence d'un autre avion et va pouvoir évaluer leurs conditions de croisement. Les deux avions se rapprochent. Les deux avions vont se détecter l'un l'autre et vont donner une indication à leur pilote. Ce système anti-collision, appelé le TICAS, est aujourd'hui obligatoire sur l'ensemble des avions de ligne. En vol, il interroge toutes les secondes tous les avions équipés du même système dans un rayon de 55 km. Si un avion intrus entre dans la zone verte, il est simplement signalé au pilote sur l'écran par un petit losange. En revanche, si l'intrus pénètre la zone orange, une alerte trafic sonore retentit alors dans le cockpit. À ce stade, le danger n'est pas encore immédiat et le système ne propose pas de manœuvre d'évitement. En revanche, si l'avion intrus pénètre la zone rouge, Là, vous allez avoir vraiment un ordre qui est donné par l'instrument TICAS qui va vous dire montez, descendez, stoppez votre altitude. Évidemment, quand il reçoit cet ordre, c'est qu'il a plus que quelques dizaines de secondes avant d'avoir un impact. Il tire sur son manche et la collision peut être évitée de cette manière-là. la généralisation de ce dispositif a permis d'éviter de nombreux drames dans un ciel de plus en plus encombré. Et malheureusement, il devient inutile lorsqu'un pilote décide de ne pas suivre les indications. Zurich, bonsoir à tous. Bravo Tango Charlie 2937. Nous sommes le 1er juillet 2002, quelque part au-dessus de l'Allemagne. Un avion russe vole en direction de l'ouest vers Barcelone. À son bord, une colonie de vacances regroupant une cinquantaine d'enfants. L'avion s'apprête à croiser la route d'un vol cargo DHL en provenance, lui, de Bergame en Italie et à destination de Bruxelles. Ces deux avions sont équipés du système anti-collision TICAS. OSCI, qui est l'organisation qui édicte les règles internationales, a imposé depuis un certain temps déjà que les avions soient équipés de TICAS. Voilà ce foutu trafic. Pourquoi ? Trafic. Mais à l'époque, l'utilisation du TICAS est assez récente. Et face à l'alerte, les deux équipages ne vont pas avoir la même réaction. L'équipage du DHL suit l'indication du TICAS. Le commandant s'exécute et pousse sur son manche pour faire descendre son avion. Mais l'équipage russe, lui, préfère suivre l'indication erronée du contrôleur. Et au lieu de monter, il se met lui aussi en descente. Descendez immédiatement. Descendons au niveau 350. Ici, à gauche. Résultat, les deux trajectoires convergent jusqu'au choc final qui a lieu à 11 000 mètres d'altitude. La dérive du DHL sectionne le fuselage du Tupolev russe. Bilan, 71 morts. Et donc on a pris conscience à ce moment-là que le mode d'emploi du TICAS n'était pas suffisamment précis. Il disait qu'on devait suivre les ordres du TICAS, mais c'était dans un langage qui n'était pas très clair. Donc on a clarifié ce langage pour dire, en cas d'ordre de résolution TICAS, l'équipage suit immédiatement l'ordre du TICAS, puis avise le contrôle qu'il vient de réaliser la manœuvre. Le TICAS, il est infaillible. On est sur des systèmes automatisés qui marchent très bien et ils vont toujours se donner des ordres contraires. La fiabilité extrême des automatismes équipant tous les avions modernes est en grande partie le résultat d'une guerre commerciale. Celle que se sont livrées les deux géants de la construction aéronautique, Boeing et Airbus. Les deux firmes commercialisent aujourd'hui deux fleurons symbolisant à eux seuls l'aboutissement de cette course à l'automatisation. L'A350 pour Airbus et le 787 Dreamliner chez Boeing. Des avions de dernière génération embarquant les technologies les plus pointues. C'est sûr qu'avoir tous ces ordinateurs nous apporte beaucoup de confort, nous apporte une gestion automatisée de tous les systèmes, par exemple le centrage de l'avion, comment est-ce qu'on va consommer le carburant, c'est des choses qui se font automatiquement. Et aujourd'hui, si on devait se passer de ces équipements très automatisés, évidemment ça rendrait le pilotage beaucoup plus compliqué et beaucoup moins confortable pour les passagers. Mais la généralisation des automatismes peut aussi parfois trouver ses limites. Une sorte d'overdose qu'aucun ingénieur n'avait vu venir. Commencez checklist d'atterrissage. Phare d'atterrissage allumé. Nous sommes à bord du vol 200 de la compagnie indonésienne Garuda.
L'équipage du Boeing 737 s'apprête à atterrir à Yogyakarta. Les conditions météo sont instables. Wow, ça souffle. Et l'appareil descend beaucoup trop vite. La vitesse est de 329. Terrain ahead. Les alarmes retentissent. Pull up. Pull up. Elle demande au pilote de remettre les gaz, ce que son copilote confirme. RDG, commandant. Remise de gaz. Mais le commandant semble ne pas entendre les alarmes, ni les remarques de son copilote. Les situations de stress qu'on rencontre dans des situations d'urgence peuvent faire perdre un petit peu nos repères et faire en sorte qu'on n'a plus les actions normales dans ce type de situation. L'avion rebondit et termine sa course par une violente sortie de piste. Il se brise et prend feu. Sur les 140 passagers, 27 seront tués. La dernière partie encore une fois, s'il vous plaît. L'enquête met en lumière un phénomène de tunnelisation du commandant de bord. Le vol 200 de Garuda, c'est un cas particulier, ce qu'on appelle la tunnelisation. C'est un pilote qui va être tellement concentré sur un élément en particulier de sa trajectoire qu'il ne va plus faire attention à tout ce qui l'entoure, il ne va plus entendre les alarmes. Ça paraît surprenant d'entendre ces alarmes qui peuvent parfois hurler dans le cockpit. Et de voir que les pilotes les ignorent complètement parce qu'ils sont tunnelisés, ils sont extrêmement focalisés sur une tâche particulière. C'est ce qui vous arrive quand vous conduisez votre voiture et puis vous rentrez chez vous, vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes arrivé chez vous. Vous êtes en mode complètement automatique. On dit souvent que le pilote se retrouve derrière l'avion au lieu d'être dans l'avion, c'est-à-dire que l'avion il continue à avancer, mais il ne sait plus vraiment comment le prendre. Les scientifiques ont découvert que ces phénomènes de tunnelisation apparaissent le plus souvent au moment de l'atterrissage. Ils sont provoqués par un rétrécissement du champ visuel, mais aussi par l'excès d'informations délivrées au pilote. Celui-ci ne réagit plus aux alarmes ou aux recommandations affichées sur les écrans, comme si son cerveau arrivait à saturation. C'est ce qui est arrivé à ce pilote amateur sur l'aéroport de Megève. Août 2009. Son avion se présente en approche finale avec son train d'atterrissage rentré. Le pilote a tout simplement oublié de le sortir. L'alarme retentit, elle est assourdissante. Pourtant, le pilote ne réagit pas. Concentré sur sa manœuvre, il n'entend pas l'alerte donnée par ses instruments et pose l'avion sur le ventre, sans comprendre ce qui lui arrive. L'illustration parfaite d'un phénomène de tunnelisation. Des études de la NASA qui ont montré que si les alarmes sont trop fortes, par exemple, on va finalement encore plus stresser le pilote, qui rentre sa tête dans les épaules, qui se fascine encore plus sur ce qu'il rattache à l'avion et vont se poser alors que l'alarme leur disait justement de remettre les gaz. Une des conséquences pour éviter ce phénomène de tunnelisation, c'est de rendre des informations plus simples pour les pilotes. Ne pas avoir 70 alarmes en 3 minutes, mais revenir sur des systèmes plus simples, plus compréhensibles. Ces accidents posent une fois de plus la question de la pertinence de la présence de l'être humain dans un cockpit d'avion. En effet, dans ces cas précis, les pilotes ne tiennent pas compte des indications données par leurs automatismes et finissent par causer l'accident. C'est ce que l'on appelle l'erreur humaine, celle qui, encore aujourd'hui, est la cause principale des 2/3 des accidents aériens. Un ordinateur, quelque part, c'est bête. Ça va faire ce que vous lui avez dit de faire. Si vous lui avez dit de faire une bêtise, il risque de faire la bêtise. Et donc, il faut en permanence un retour aussi et une surveillance pour dire est-ce que ça se passe normalement ? Face à une erreur humaine, même les automatismes les plus performants sont souvent totalement impuissants. Alors, il a fallu imaginer une parade. Des erreurs, on en fait tous, régulièrement, petites, moins petites, rarement graves, heureusement. Et c'est pour ça qu'on est deux. Donc en fait, à chaque fois qu'on touche à un bouton sur l'avion, à chaque fois qu'on insère une donnée dans l'avion, le collègue doit forcément vérifier ce qu'on insère. On va utiliser effectivement la ressource d'être à deux dans le cockpit pour dire je fais, tu vérifies. Tu fais, je vérifie. On va en permanence avoir ce jeu de cross-check, de contrôle croisé qu'on va appliquer sur l'ensemble de la gestion du vol. Je prends un cas très simple. On est au décollage, on rentre le train, celui qui pilote rentre le train et le copilote répond « check ». Donc il y a en permanence une surveillance croisée entre celui qui exécute une action et celui qui surveille cette action et vérifie qu'elle est effectuée. Ok, level flight. Ces vérifications permanentes à travers une communication croisée sont devenues aujourd'hui une procédure réglementaire.
Une façon de vérifier à chaque instant que les informations données aux automatismes sont bien les bonnes. On dit tout ce qu'on fait. C'est un peu comme si vous, en voiture, vous disiez à la personne qui est à côté de vous, je tourne dans la deuxième rue à droite, je ralentis parce que ça ralentit devant, je freine, je m'arrête, je vais redémarrer. Enfin, on parle tout le temps. Dès qu'on fait quelque chose, on le dit. Cette philosophie de la vérification croisée est apparue dans les cockpits en même temps que l'automatisation des vols. Elle a fait considérablement progresser la sécurité. Mais elle a aussi changé le rapport entre le pilote et son copilote. 2-5-0. On a cru, il y a au moins 30 ou 40 ans, qu'on avait un pilote et un copilote qui étaient là. Bon, il l'aidait, des fois il faisait un trajet, il le soulageait, il faisait une partie du travail. Mais à cette époque, le commandant est souvent le seul maître à bord et tout-puissant. Et le contrôle de ses décisions par le copilote n'est pas forcément toléré. C'est maintenant que vous regardez les procédures d'approche pour Gando? Oui. Je déteste que l'on attende la fin d'un vol pour faire cela, ok? C'est bien vu. C'est arrivé quand j'étais copilote d'avoir des commandants de bord très autocratiques qui n'écoutaient absolument pas ce que je pouvais dire. Écoutez, ici c'est moi le commandant, et donc c'est moi qui prends les décisions. Alors on a tendance maintenant à essayer d'insister un petit peu, mais je veux dire après quand c'est une question de personnalité, vous pouvez quasiment rien contre. Ce type de comportement est à l'origine de la plus grande catastrophe de toute l'histoire de l'aviation. C'était le 27 mars 1977 à Tenerife. KLM 4805 et Panam 1736, pour information, le balisage central est actuellement hors service. Sur l'aéroport encombré, 2 Boeing 747 remontent la piste principale pour se présenter au décollage. Les conditions météorologiques sont particulièrement mauvaises. Il y a du brouillard, il y a une visibilité qui est vraiment très faible, quasi nulle. Vous avez bien dit de remonter la piste derrière le KLM, c'est bien ça? Dans le brouillard, sans balisage lumineux au sol, le deuxième 747 de la Panam a du mal à repérer la bonne sortie pour dégager la piste et laisser décoller l'avion devant lui, le 747 de KLM. Arrivé en bout de piste, le 747 de KLM fait demi-tour pour décoller. Le commandant est pressé, le vol a beaucoup de retard, il veut partir le plus rapidement possible, au point d'en oublier la procédure. Et 1 minute, on n'a pas l'autorisation de route. Alors, demandez-la. KLM 4805. Nous sommes prêts pour le décollage. L'autorisation de route, c'est tout simplement la confirmation de l'itinéraire prévu pour le vol du jour. Mais elle ne donne en aucun cas l'autorisation de décoller. Et pourtant... Allez, on y va. Non, attendez autorisation de décollage. On est toujours sur la piste, Panam 1736. Le 747 américain n'a toujours pas dégagé la piste. Mais en plein brouillard, le 747 hollandais s'élance à plus d'1 kilomètre de là et ne le voit pas. Il a dégagé? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il a vraiment dégagé le Panam? Oui, évidemment. On a un pilote qui ne va pas réellement écouter ce que vont lui dire son copilote et son navigateur. C'est-à-dire qu'eux, ils ont un doute sur ce que leur a dit la tour de contrôle. Il ne les écoute pas, c'est lui le commandant, il accélère. Sans se voir, les deux avions roulent l'un vers l'autre. À plus de 250 km/h, le 747 de KLM percute le 747 de la Panam. Le choc est effroyable. Bilan, 583 victimes. La grosse problématique sur cet accident, c'est que le pilote, le commandant de bord, a imposé son choix. Les autres avaient un doute, les autres se posaient une question, ils l'ont dit et ils ne les avaient pas écoutés. Comme d'habitude, les causes de l'accident sont multiples. Brouillard, communication radio difficile, absence de radar au sol. Mais le premier facteur fut surtout le comportement du commandant de KLM, qui jusqu'au bout a ignoré les remarques même de son copilote. Il a refusé de l'écouter alors que celui-ci respectait la procédure à la lettre. Cette catastrophe fut à l'origine d'une véritable révolution dans les postes de pilotage. Une nouvelle philosophie s'est imposée, obligeant les équipages à travailler autrement et en bonne intelligence. Toutes les compétences humaines présentes dans le cockpit doivent être exploitées au mieux. On appelle cela la gestion des ressources du cockpit, le CRM en anglais. Alors le CRM, le Cockpit Resource Management, c'est une façon d'écouter les personnes avec lesquelles on travaille. On s'est rendu compte que 2 personnes qui travaillent chacune de leur côté ont une performance qui est bien inférieure
à 2 personnes qui travaillent ensemble. En fait, c'est une façon de travailler en réfléchissant à plusieurs. Savoir admettre ses erreurs, accepter le contrôle de ses collègues, prendre les commandes à tour de rôle. Grâce à cette méthode de travail, la probabilité d'une erreur humaine se glissant dans les procédures s'est considérablement réduite. Cette invention du monde aéronautique a prouvé son efficacité. Elle s'est d'ailleurs répandue dans d'autres secteurs où des vies humaines sont en jeu, comme le nucléaire, le transport ferroviaire ou encore la chirurgie. Cette nouvelle façon de travailler a aussi permis d'installer des garde-fous dans le cockpit. Toute l'histoire de l'aviation a suivi ce grand principe. Dès qu'un risque apparaît, on prévoit une parade pour le cantonner. Et l'automatisation des vols n'a pas échappé à cette règle essentielle. On a par exemple 2 pilotes automatiques. En général, quand le commandant de bord se sert du pilote automatique numéro 1, quand c'est le copilote qui est aux commandes, il se servira du 2. Maintenant, si un des pilotes automatiques est en panne, on va passer automatiquement sur l'autre. La sécurité du vol, elle va être d'abord construite sur le fait qu'on va avoir plusieurs calculateurs qui vont travailler. Et donc, ils vont, d'une part, pouvoir servir de secours s'il y en a un qui tombe en panne, qui se plante, on va pouvoir en utiliser un autre. Ça permet aussi, et c'est presque plus important, de se surveiller. C'est-à-dire de bien voir, de dire est-ce que l'ordre que donne cet ordinateur, il y a l'autre qui a calculé, est-ce qu'on est d'accord sur l'action à faire? Et si on n'est pas d'accord, comment on lève le doute? Ce principe de base de l'aviation a un nom, c'est la redondance. Plusieurs ordinateurs contrôlent les mêmes informations. Si l'un d'entre eux tombe en panne, son voisin est capable de prendre le relais. En fait, on a toujours plusieurs ordinateurs qui vont avoir la même fonction. C'est-à-dire que les 2 premiers ordinateurs sont déjà affichés, mais si jamais un des 2 ordinateurs principaux avait une panne, on peut utiliser le 3e qui est déjà allumé. Si on utilise le 3e ordinateur, on va lancer le 4e. Et donc on a comme ça un tas de systèmes qui vont s'accumuler, qui vont être doublés les uns par rapport aux autres. Et pour prendre des vraies précautions, ils ne vont pas être programmés avec le même langage. On va les faire développer par des équipes de programmeurs différents, et même les spécifications techniques vont être rédigées par des équipes différentes. La redondance des systèmes, imaginée dès la conception de l'avion, permet donc de limiter fortement le risque de défaillance. Mais faut-il encore que l'homme soit capable d'échanger, de parler avec les systèmes? Le 20 décembre 1995, en provenance de Miami, le vol 965 d'American Airlines entame sa descente sur l'aéroport de Cali, en Colombie. La région est très montagneuse. Ils se mettent en descente, il fait pas beau, il fait nuit, de la même façon. Donc ils n'ont pas de vision extérieure du monde. Les pilotes programment alors leur ordinateur de vol pour l'approche finale sur Cali. Bon, je te programme Cali direct. Ok, merci. Seul problème, en entrant les coordonnées dans l'ordinateur, le copilote fait une confusion. Au moment où il pense rentrer la balise devant pour se diriger, il rentre la position de la balise qui est derrière. Le système de gestion de vol n'a aucun moyen de détecter cette erreur. Et le pilotage automatique, obéissant à la consigne du pilote, ordonne à l'avion de faire demi-tour et le précipite sur la montagne. Merde, remonte! On ne comptera que 4 survivants sur les 163 occupants de l'avion. En cause, une simple erreur de guidage commise par les pilotes. Face à de telles situations, une question traverse tous les esprits. Ne faut-il pas tout simplement retirer l'homme du cockpit et laisser voler les avions aux mains des seuls calculateurs? C'est pas inimaginable. C'est d'une énorme complexité. Avant de dire qu'on va remplacer les pilotes par des ordinateurs, l'homme a été capable de concevoir les ordinateurs. Pour l'instant, on n'a pas encore vu d'ordinateurs qui conçoivent des hommes. Donc chacun son rôle, et je pense qu'on a besoin des deux dans un avion. Pourtant, l'armée s'est déjà largement emparée de la technologie des vols sans pilote. C'est même un dossier sur lequel les ingénieurs militaires planchent depuis le début de l'histoire de l'aviation moderne. Cet appareil d'une envergure d'environ 5 mètres est commandé à distance par radio au moyen d'un cadran semblable à ceux employés pour le téléphone. Nous sommes en 1939. L'ancêtre du drone est né. 80 ans plus tard, sur une base de l'armée américaine en Floride, l'aventure continue. Jason Clements est pilote d'essai.
Comme à chaque fois avant un vol, il fait le tour de sa machine, un avion de combat F-16. Je vérifie que le levier est en bonne position, que la manette des gaz est OK et que les lumières fonctionnent. C'est à ce moment-là que la procédure devient inhabituelle pour le pilote. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il sort du cockpit et quitte l'appareil. Sans aucun pilote à bord, le vol de ce chasseur va durer ce jour-là 20 minutes. L'avion est même capable de faire des figures en vol à près de 1800 km/h. Pour Boeing, le constructeur de ce modèle, c'est une immense victoire. Le tout premier vol d'un avion de chasse sans pilote. Même si le monde de l'aéronautique reste encore très sceptique. Alors, techniquement parlant, si tout était parfait, effectivement, on voit les drones qui sont pilotés tout seuls. Le problème, c'est les pannes. Quand certains systèmes tombent en panne, le pilote automatique se déconnecte et n'est pas capable de piloter l'avion. Le pilote va gérer toutes les situations qui ne sont pas connues, qui ne sont pas conceptualisées par l'automatisme, ou des pannes qui sont complètement inattendues. On ne peut pas lister toutes les pannes, et on peut toujours laisser au pilote gérer ces situations qui peuvent parfois être très complexes. On ne se rend pas compte finalement toute l'intelligence des pilotes qui vont écouter, ce qu'on appelle l'écoute flottante, qui vont écouter le trafic, qui vont écouter toutes les communications, qui vont adopter leur stratégie. Et ça, avant qu'un algorithme soit capable de le faire, je pense qu'il y a encore du travail. Sans compter la difficulté psychologique qu'un passager devra surmonter pour embarquer dans un avion sans pilote. Le pilote reste donc un élément incontournable dans le transport aérien moderne. Et ça n'est pas près de changer. Surtout depuis que l'un d'entre eux a prouvé que, dans certaines circonstances, rien ne pouvait remplacer l'intelligence humaine. Ce 15 janvier 2009, un Airbus A320 de la compagnie US Airways décolle de l'aéroport de LaGuardia à New York avec 150 passagers à bord. Cactus 1549, on passe 700 pour 5000. Aux commandes, un des pilotes les plus expérimentés de la compagnie, Chesley Sullenberger, dit Sully. Belle vue sur l'Hudson aujourd'hui. La destination du jour est à moins d'1 heure de New York. C'est Charlotte, en Caroline du Nord. Un vol de routine qui, en 1 seconde, va se transformer en situation critique que seul un humain est capable de gérer. On a un avion qui décolle. Pendant sa phase de montée, il va ingérer des oies qui sont un des plus gros oiseaux volants du monde. Wow. Il va s'en prendre 5 en même temps dans les 2 réacteurs, ce qui va couper ces 2 réacteurs. Les pales des moteurs de l'Airbus A320 sont prévues pour digérer les volatiles. Mais la chambre de combustion des réacteurs n'est pas conçue pour résister à un aussi grand nombre d'oiseaux. Les moteurs s'étouffent et finissent par s'éteindre. Je prends les commandes. À toi les commandes. L'avion est alors transformé en planeur. Impossible de rejoindre les aéroports les plus proches. Donc il va continuer sa trajectoire, il va planer sur toute la largeur de New York et il n'aura plus d'autre choix que de s'orienter vers le bras de la rivière Hudson. Pour le commandant Sullenberger, il ne reste qu'une seule solution. Tenter un amérissage sur la rivière Hudson. On va amérir sur l'Hudson. Pardon, répétez, Cactus. Les pilotes ont pris en compte très rapidement, parce que ça va très vite, 3000 pieds et perdre les 2 moteurs, toutes les infos environnementales, ont synthétisé tout ça dans leur cerveau et ont sorti une solution. Pour qu'un ordinateur dise je suis là, je sais qu'il y a l'Hudson, ça à la limite c'est possible. Je sais qu'il n'y a pas de bateaux en ce moment qui vont me gêner. Déjà qu'il y a des caméras embarquées pour aller le voir. Tout ça pour que l'ordinateur dispose de toutes ces informations, c'est déjà peu probable. Et en plus qu'il en dispose, je veux dire, en un clin d'œil. C'est quelque chose de très rapide et c'est vraiment un fonctionnement de cerveau humain. Les 155 passagers et membres d'équipage sortent vivants de cet amérissage catastrophe en face de Manhattan. Un véritable exploit du commandant de bord, devenu depuis un héros national. Aucun automatisme, aussi perfectionné soit-il, n'aurait pu prendre ces décisions et gérer une telle situation. Le choix de s'orienter vers l'eau
Il n'y a que l'humain qui pouvait le faire, et heureusement qu'il l'a fait, c'était le bon choix. On a fait beaucoup de simulations derrière. Il a été accusé justement d'avoir fait ce choix. On l'avait accusé d'avoir fait prendre des risques avec ses passagers. En réalité, on s'est rendu compte que c'était la seule possibilité. Mais la technologie de l'Airbus A320 a tout de même aidé le pilote à réussir son pari difficile, poser un avion en vol plané, sans moteur, au milieu d'un fleuve. Je pense que le fait qu'on soit sur un avion avec le mini-manche, les commandes de vol électriques et tout, a facilité les choses aussi. Voilà. Les automatismes nous surveillent aussi, nous empêchent d'aller dans des zones où on ne devrait pas être. Parce que le pilote, sans s'en rendre compte, avait un petit peu trop tiré sur son manche. Il avait tellement ralenti que si l'avion avait obéi, l'avion il aurait décroché. Il n'y a qu'un humain qui pouvait choisir d'amérir, mais il n'y avait que l'appareil avec son intelligence qui était capable de l'empêcher de décrocher. Donc c'est vraiment un très bon avion avec un très bon pilote. C'est donc la complémentarité entre le pilote et la machine qui remporte le match. En plus d'un siècle d'histoire de l'aviation, la course à l'automatisation des vols a révolutionné le transport aérien. Elle a permis d'aller toujours plus loin, plus vite et surtout en toute sécurité. La sécurité aérienne, c'est comme une chaîne avec différents maillons qui sont accrochés les uns aux autres. Certes, l'ordinateur sait tout faire tout seul. Certes, les pilotes savent faire tout seul, mais c'est vrai que si on cumule deux sécurités qui vont se vérifier l'une l'autre, qui vont être complémentaires, on arrive à un système qui est fiable comme celui qu'on reconnaît aujourd'hui. Je crois que l'intérêt, la chance qu'on a, c'est que justement on a la chance d'avoir un équipage et des automatismes, et qui réfléchissent pas pareil, et qui ont ni les mêmes capacités, parce qu'ils vont pas faire les mêmes types d'erreurs, et ils vont pas être capables des mêmes performances. Donc je pense que l'avenir est au contraire de tirer tout le profit du fait qu'on a d'une part un opérateur humain et d'autre part un ordinateur. La machine n'est rien sans l'homme. Et le pilote a encore de beaux jours devant lui. Avec l'arrivée de l'ère du tout digital, nous vivons une nouvelle aventure. Il reste encore tant à faire, tant à conquérir, et tout cela grâce au génie du cerveau humain.